Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et c'est un essentiel dans lequel nous allons parler de cinéma ce matin sur RCJ à l'occasion de la 4e édition du festival Diasporama, regard sur le cinéma juif international, un événement culturel lancé en 2021 par le Centre d'art et de culture de l'espace Rachi et le FSJU. Fabienne Cohen-Solal est la directrice adjointe du département culture du Fonds social juif unifié. Elle est également la coordinatrice de ce festival et elle arrive à l'instant dans ce studio. Bonjour Fabienne, installez-vous tranquillement. À vos côtés, Steve Krief, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes journaliste, spécialiste de cinéma et vous présenterez plusieurs des films programmés cette année pendant 2 semaines, du 22 janvier au 5 février, à Paris et en région. Au programme de ce festival et de cette émission, des films bien sûr, des œuvres de fiction et des documentaires. Le producteur et réalisateur Serge Brombert est là également avec nous dans ce studio. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Vous évoquerez pour nous l'un des bijoux de notre patrimoine cinématographique juif, le D-Book, qui figure bien sûr à la programmation du festival. Le jeune réalisateur Noé Debré nous parlera de son premier film, Le Dernier des Juifs, qui sera diffusé en avant-première nationale le 23 janvier. Et puis Camille Marceau, la fille du mime Marceau, sera également en ligne avec nous pour parler de L'Art du silence, un magnifique documentaire consacré à son père. Dans un instant, nous sommes en ligne avec Michel Boujna, le président du jury du festival. Mais auparavant, Fabienne Cohen-Salmon, le festival Diasporama a donc 4 ans cette année. Rappelez-nous quelle est la genèse de ce projet. Il n'y avait jusque-là pas de festival de cinéma juif en France, alors que notre vie culturelle est très riche et foisonnante. Oui, tout à fait. Il est né en janvier 2021, ce festival Diasporama, qui s'appelait au départ le Festival français du film juif. Il a été inspiré par le Festival du film juif de Toronto, qui est un festival qui a pignon sur rue au Canada, qui propose chaque année une 60aine de films. Et effectivement, il n'existait pas un tel festival en France. Il en existe également à Miami, à Genève, enfin en plein partout dans le monde. Et nous avons été inspirés par l'équipe en fait du Festival de Toronto, qui nous a proposé en fait d'élaborer un festival identique en France. Alors à l'époque, nous étions évidemment en pleine crise Covid. Ce festival donc avait lieu intégralement en ligne sur un format donc en streaming, en VOD. Et puis au fil des années, au regard du succès qu'a rencontré ce festival la première année, nous l'avons développé et il propose aujourd'hui donc une programmation hybride qui est absolument unique en France, une programmation donc qu'on a conservée en VOD, en streaming et également en salle et dans toute la France. Et ce sont cette année 14 villes de France qui propose des projections en salle, donc à Paris, en région parisienne et dans 12 villes de France, donc cette année pour cette 4e édition. Et on en est vraiment très heureux, très fiers au Fonds social juif unifié et au Centre d'art et de culture. Alors, qui dit festival dit jury, et qui dit jury dit président. Bonjour Michel Boujna. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous en direct sur RCJ. Vous êtes donc le président de l'édition 2024 du festival Diasporama. Comment est-ce que vous avez accueilli cette proposition d'exercer cette fonction, une proposition qui vous a été faite par Gérard Garçon, le président du Centre d'art et culture de l'espace Rachi? Vous avez été tout de suite partant pour cette aventure? De toute façon, je ne pouvais pas lui dire non, hein. Sinon c'est mon médecin aussi, alors vous voyez, il a du pouvoir sur moi. Mais au-delà, un festival du film juif, c'est quelque chose... Sinon, j'étais très flatté et très touché. Je trouve que le mot président est un peu pompeux. Je ne suis président... c'est un jury... en plus, il y a tellement de gens qui ont du talent dans ce jury. Donc c'était très voilà. Maintenant, ce qui me plaît, c'est surtout que ça peut promouvoir des artistes, parce que je suis en train de voir tous les films les uns après les autres, et
vraiment la créativité est tellement forte et tellement importante que c'est formidable. Et c'est indispensable à la société israélienne aujourd'hui d'avoir autant de gens qui ont du talent et aussi d'humanité. Parce que ce qui ressort de tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est un immense amour de l'humanité. Est-ce que vous diriez, Michel Boujna, que le cinéma est un marqueur très fort et incontournable de l'identité juive aujourd'hui? On parle traditionnellement du peuple juif comme étant celui du peuple du livre. Alors il y a la littérature, il y a la musique, il y a la peinture. Le cinéma, aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel dans notre culture. C'est très important et aujourd'hui, les images et les films qui sont faits sont pour la grande majorité vraiment porteurs d'espoir, de paix, de partage, c'est vraiment comment dire, c'est la preuve de la santé d'une société et tous les sujets sont abordés sans tabou, avec beaucoup de courage et donc c'est très important. Je pense que le cinéma, en tout cas les séries, les cinémas, les images, c'est un élément de culture qui est très, 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 très important aujourd'hui, vraiment. Et je regrette qu'il y ait beaucoup de jeunes qui ne lisent plus. Ça me fait de la peine. Mais heureusement qu'on a ce genre de film. Quelle est l'importance, à vos yeux, Michel Boujna, d'un événement culturel tel que Diasporama, de cette envergure en France, alors que les Juifs du monde entier traversent une période plus que difficile? C'est une façon également de lutter contre les préjugés, les stéréotypes, selon vous? Mais bien sûr. En ce moment, on traverse une période qui est tellement dure, tellement violente. Sur Netflix, ils veulent projeter un film qui est terriblement antisémite. Donc, il faut montrer autre chose, quoi. Donc, bien sûr que c'est très important. Les artistes juifs ont toujours été à la pointe justement de ce combat contre l'obscurantisme. Donc, c'est très important, même si c'est très compliqué. Même si c'est très... Vous savez, moi, je suis sur scène beaucoup en ce moment sur les routes et tout ça, et je sens bien, même si tout se passe bien, je sens bien à la fin du spectacle, quand je dis un mot là-dessus, sur tout ça, il y a une émotion, il y a en même temps une fragilité, et c'est très important. Maintenant, il faudrait que les extrémismes... Si j'avais la solution à votre question, en tout cas, je sais une chose, c'est que les artistes jouent un rôle très important. Merci. On en a besoin. Moi, j'en ai besoin, en tout cas. Et j'en profite aussi maintenant, puisque je parle, et je sais que je parle beaucoup, je suis désolé, mais pas souvent. On vous aime pour ça aussi, Michel Boujna. Il y a un des acteurs de cette série géniale qui s'appelle Fauda. Qui a été blessé grièvement hier. Qui a été blessé grièvement et je n'ai pas son adresse, je ne sais pas où il est. Mais si jamais il m'entend, qu'il sache que je pense à lui. Les gens qui ont fait Fauda, ils ont fait un travail incroyable sur tout ça. Et ils ont été très importants et ils sont très importants. Donc, mais je pense pas qu'à lui. Hein, je pense à tous les gens qui sont blessés, à tous les gens. C'est terrible, c'est terrible. Je pense aux otages, je pense aussi aux Gazaouis qui n'ont rien à voir, ceux qui n'ont rien à voir avec le Hamas et qui vivent un enfer aussi. Donc c'est à cause du Hamas évidemment. Donc je peux pas faire semblant, je peux pas faire abstraction de ça ce matin. Merci. C'est impossible. Merci beaucoup Michel Boujna d'avoir été en ligne avec nous sur RCJ. Je rappelle que vous êtes le président
Merci du jury du Festival du cinéma juif Diasporama. Et vous serez bien sûr présent lors de la soirée de clôture le 5 février à l'Espace Rachi. Merci Michel Boujna et bonne journée à vous. Je vous embrasse. On vous embrasse aussi. Fabienne Cohen-Salmon, Michel Boujna en parlait à l'instant. Il y a des films israéliens programmés lors de ce festival. Hein. Alors, il y a une création franco-israélienne, effectivement, Paris Boutique. Mais je dirais que la spécificité de ce festival, c'est justement de proposer des œuvres cinématographiques qui viennent du monde entier et qui donc ont été sélectionnées en grande partie par notre directrice artistique cette année, Lise Ben-Kemoun, qui a travaillé à nos côtés pour donc préparer toute cette sélection. Et justement, la spécificité, eh bien, c'est de proposer toute une sorte de palette de films qui témoignent de cette créativité cinématographique internationale. Et c'est remarquable, effectivement, Michel Boujna le disait à l'instant, de constater bien, ce foisonnement créatif autour de ces thématiques juives qui, évidemment, concernent l'identité, la culture, l'antisémitisme, évidemment. Et l'idée aussi de ce festival, c'est de lutter à travers ce prisme du cinéma, et bien lutter contre les préjugés, contre l'antisémitisme. C'est le but que s'est donné ce festival. C'est la mission que s'est donné le Centre d'art et de culture et le Fonds social juif unifié. Steve Krief, c'est la première fois, je crois, que vous participez au festival. Alors la deuxième, j'ai eu le plaisir l'année dernière déjà. Ouais. Pardon, vous connaissez bien le cinéma en général. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette programmation de cette cuvée 2024 du Festival Diasporama? Alors, ce qui est très important et qui a été souligné par Michel et Fabienne, c'est qu'il s'agit de valeurs universelles. Et quand on se pose des questions aujourd'hui, où sont les milieux culturels, où sont les milieux associatifs, les milieux politiques face à cette horreur? Et là, nous avons de magnifiques réponses. Parce que les artistes juifs et non juifs, les grands artistes, se sont toujours préoccupés de valeurs universelles, de partage, de combat. Et lutter contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, pour les droits des femmes, ce sont des valeurs universelles. Et là, effectivement, face au terrible silence, cette chape de plomb depuis 3 mois, là, on a de magnifiques réponses dans tous ces films. Et pas que des artistes juifs. C'était la leçon de Norman Jewison, par exemple, qui avait fait Un violon sur le toit. Il n'y a pas plus juif qu'un violon sur le toit. Mais lui n'était pas juif. Et donc, on s'en fiche qu'il soit juif ou pas. Il a fait Dans la chaleur de la nuit un magnifique film sur le racisme vis-à-vis des Noirs. Et Sidney Poitier, il n'est pas noir non plus. Donc, c'est des combats pour des valeurs universelles. Et c'est ce qu'on trouve très très bien montré dans ce festival, et notamment un film qui n'est pas facile du tout, El Amor en Shulugar, qui se déroule dans le ghetto de Varsovie sur une pièce de théâtre jouée face aux gens pour essayer de leur offrir quelques moments de répit, quelques moments de rire, quelques moments de bonheur partagé. Et ce film sur ce sujet très dur dans le ghetto de Varsovie, basé sur une histoire vraie, est l'œuvre d'un réalisateur espagnol avec des acteurs, une actrice principale merveilleuse qui est danoise, des acteurs irlandais. Alors j'ai pas cherché à vérifier leur ketouba, mais à mon avis, ils ne sont pas juifs, et peu importe, parce qu'ils captent ça, ils captent cette époque. C'est ça le grand travail des comédiens et des acteurs. Donc, c'est ce qu'on peut admirer, c'est ce qu'on aime. Donc, vous allez retrouver dans ce festival toutes ces valeurs partagées et cette résilience, cette force aussi de prendre, justement, comme c'est très bien dit dans le documentaire sur Marcel Marceau, L'art du silence, de prendre ces balles-là, de se relever et de repartir en partageant toujours ces valeurs universelles. C'est Noé Debré, à présent, qui est en ligne avec nous. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour Noé Debré, vous m'entendez également? Ouais, vous êtes en direct. Bienvenue sur l'antenne de RCJ. Votre premier film, Le Dernier des Juifs, sera présenté en avant-première le 23 janvier prochain dans le cadre du festival Diasporama. Il raconte l'histoire d'un jeune homme, Ruben Belisha, doux et rêveur, qui vit dans un HLM quelque part en Seine-Saint-Denis avec sa mère, interprétée par la formidable Agnès Jaoui. Et lorsqu'elle découvre cette mère qu'ils sont les derniers juifs de leur cité, eh bien, elle décide, ou en tout cas, elle dit qu'il faut partir. Est-ce que, si je dis, Noé Debré, que votre film est un conte poétique qui soulève des questions sérieuses liées à l'actualité, est-ce que ça vous convient? Ça me va. C'est un peu rétrospectif en fait sur le film, parce que c'est pas exactement comme ça que je me le racontais. En tout cas, je me racontais pas qu'il serait autant d'actualité à sa sortie. Ouais. Mais oui, ça me va.
Comment est née cette idée, hein, cette histoire qui emprunte de beaucoup de nostalgie aussi, hein, la nostalgie d'une époque qui s'achève. Qu'est-ce qui vous l'a inspiré? En réalité, au départ, j'ai vu un court-métrage allemand dans lequel on voyait un jeune homme juif d'origine russe qui se baladait dans une cité en Allemagne. Et en fait, cette image m'a frappé. Je me suis dit que cette histoire avait jamais été racontée, celle des juifs de banlieue populaire. Et voilà, et quand le cinéma est en retard sur le réel, c'est qu'il y a un film à faire. Alors, le personnage principal de votre film, Belisha, il est extrêmement touchant. Il pose un regard décalé, plein de tendresse et d'humour sur la réalité, parce que j'ai oublié de le préciser, mais c'est avant tout, c'est aussi, en tout cas, une comédie. C'est sa manière à lui, Belisha, de faire face aux difficultés auxquelles il est confronté, la maladie de sa mère et puis la fin d'une époque avec le départ des Juifs de ces quartiers populaires. Oui, en fait le personnage m'a été inspiré par le comédien pour lequel le film est écrit, Michael Zindel, qui est formidable. Il est incroyable. Et ouais, c'est un garçon. En fait, on se connaît c'est sa cousine qui me l'avait envoyé en casting, et il était aux EI comme moi. Et il me fallait, je pense, pour aborder un sujet aussi sérieux, même grave, quelqu'un qui avait une présence au monde comique. Et poétique. Et Michael a vraiment ça. Et donc, c'est lui qui donne le ton du film. Il y a beaucoup d'humanité dans votre film, Noé Debré. On rit beaucoup des Juifs notamment, mais toujours avec tendresse et indulgence. Est-ce qu'à cet égard, Le Dernier des Juifs est un film juif et donc s'inscrit parfaitement dans le cadre du festival Diasporama? Eh ben, je suis toujours un peu troublé par la question, par l'usage de l'adjectif juif. Je sais sur l'humour juif, sur le cinéma juif, etc. Pour l'instant, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je crois, en tout cas, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup au sujet du film. Alors, il y a plusieurs scènes de la vie juive qui sont très drôles, avec des clins d'œil. Une scène qui se passe à l'agence juive, dans l'appartement familial pendant le Shabbat. La mère qui commente les infos sur I24, qui a dans son salon le portrait du député des Juifs. Je le mets entre guillemets. Ça sent le vécu, ça, Noé Debré, non? C'est un film qui est très documenté. Ouais. Et puis, c'est un film sur lequel j'avais envie de raconter cet univers, ouais, effectivement, juif contemporain, français, sans être dans le folklore. Et là, il y a quelque chose, au contraire, d'ultra moderne, avec tous ces avatars qu'on n'avait pas encore vus au cinéma et qui invitent à rire aussi, quoi. C'est de là que ça vient. Un mot sur Agnès Jaoui qui interprète le personnage de la mère de Belisha, Gisèle. C'est pour en finir avec le stéréotype un peu caricatural de la mère juive que vous avez imaginé, ce personnage de Gisèle qui parle pas beaucoup mais qui réussit à tout dire dans un regard, son amour, son inquiétude. Oui, sur le stéréotype de la mère juive, je sais pas. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait en tout cas, c'était de proposer le rôle à Agnès parce que je l'avais jamais vu jouer ça. Et Agnès, c'est quelqu'un de très brillante et puis avec énormément d'humour, espiègle. Et je trouve que parfois la mère juive dans les films est un peu simplifiée. Alors que souvent, enfin dans mon expérience, ce sont des gens qui sont très drôles, qui ont beaucoup de recul sur eux-mêmes, qui sont espiègles souvent. Et je trouve que voilà, Agnès pouvait amener cette couleur-là. Une dernière question, Noé Debré. Votre film pose aussi la question, en tout cas, pose le sujet de la judéité dans le monde si complexe qui est le nôtre aujourd'hui. Est-ce que finalement, vous diriez que chacun a sa propre définition de ce qu'est son identité juive en fonction de son origine, de ses croyances, mais aussi du lieu où il vit et Belisha et sa maman vivent dans ces fameux quartiers populaires? Absolument. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai fait beaucoup de rencontres pour écrire ce film, parce que moi, je viens pas de là. Et tout ce qui est dans le film sont des choses qu'on m'a racontées. Et un aspect qui m'a frappé, c'était la nostalgie, en fait, de beaucoup de gens, notamment des gens qui sont partis et qui ont une nostalgie de leur quartier, qui y retournent parfois le dimanche pour voir des amis. Et ça m'a beaucoup touché. Je voulais que ce soit là, parce que j'ai l'impression que c'est en dehors du lieu commun journalistique aussi.
et que le cinéma peut permettre de représenter ça. Avec un écho à ce départ de ces quartiers difficiles dans lesquels se sont installées les familles séfarades en arrivant du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie, en écho avec leur départ aussi, leur exil de ces pays d'Afrique du Nord. Tout à fait. En fait, c'est un texte de Dominique Soko qui m'avait beaucoup marqué il y a une dizaine d'années peut-être, qu'il avait publié à l'époque dans Libération. C'était après une flambée d'actes antisémites. Et Dominique Soko disait, voilà, à chaque fois qu'il y a des actes antisémites comme ça, tout le monde convoque le souvenir de la Shoah. Et il dit, mais les gens auxquels ça arrive, en fait, ont une mémoire différente de celle-ci. Eux, ça leur évoque quelque chose de complètement différent qui est le départ d'Algérie. Et ça m'avait frappé, j'avais trouvé ça brillant, j'avais trouvé ça, voilà, éclairant. Et pendant que je préparais, pendant que j'écrivais le film, j'ai un copain, Raphaël Nadjari, qui m'a poussé à aller voir une conférence que donnait Enrico Macias au MAJ. Et donc, j'y suis allé et Enrico Macias racontait le départ de Constantine, etc. Et je me suis rendu compte que c'était le film, en fait. Merci beaucoup Noé Debré d'avoir été en ligne avec nous dans cette émission sur RCJ. Votre film vraiment formidable à tous les points de vue, à la fois au premier degré, au deuxième, au troisième, au 100e degré. Le dernier des Juifs, il sera à découvrir en avant-première nationale le 23 janvier prochain dans le cadre du festival Diasporama. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci infiniment. On va marquer tout de suite une pause musicale dans cet essentiel en compagnie de Enrico Macias. On vient d'en parler, J'ai quitté mon pays, c'est l'une des chansons du film Le Dernier des Juifs. À tout de suite sur RCJ. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire, si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Retour dans Essentiel sur RCJ. Nous parlons ce matin du Festival international du film juif Diasporama, une formidable initiative du Centre d'art et de culture de l'Espace Rachi et dont la 4e édition débute le lundi 22 janvier pour 2 semaines un peu partout en France. Toujours à mes côtés, Fabienne Cohen-Salmon.
Pardon pour tout à l'heure, coordinatrice de ce festival, le journaliste spécialiste de cinéma Steve Krief et le producteur-réalisateur Serge Bromberg, avec lequel nous allons parler dans un instant de ce fil patrimonial, un petit bijou du cinéma yiddish de l'entre-deux-guerres, D-Book, qui figure la programmation du festival Diaspora Bob. Mais tout d'abord, on va revenir sur un sujet quand même un peu central que vous avez abordé. J'ai envie de vous poser la question à vous, Serge Bromberg. Qu'est-ce qui définit le cinéma juif? Puisque nous savons maintenant, grâce à Steve Krief, que le réalisateur n'est pas forcément juif. Alors moi, je suis totalement de cet avis-là. Il y a une identité juive, on parle de cela évidemment depuis des siècles. La réalité, c'est que le cinéma juif, je pense que c'est un état d'esprit, et que cet état d'esprit peut être porté par des juifs comme par des non-juifs. Je veux dire, quelque part, je pense qu'il y a une approche universaliste du cinéma. Je crois d'ailleurs que c'est l'une des caractéristiques de l'identité juive, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être dans le partage, c'est d'apprendre toujours et de ne jamais être certain de détenir la vérité. Et c'est quelque chose de très particulier qui peut déstabiliser certains. Il y a beaucoup de gens qui militent en disant « mais voilà, c'est mon opinion qui prévaut par rapport aux autres », puisque c'est... Et la réalité, c'est que le cinéma juif, c'est un cinéma probablement... Enfin, l'identité juive est une identité probablement de doute et de certitude mêlée. Et c'est ça qui fait la richesse formidable de notre culture. C'est le côté lumineux de la judaïté. Oui, tout à fait. On peut voir, par exemple, Chaplin, ou même... Qui n'était pas juif. Alors, on ne sait pas très bien s'il était juif. Mais il en rêvait. Oui, il disait « j'ai pas stoner », avec humour. Mais on peut voir que ce soit Chaplin, ou même de manière plus récemment, qui incarnait, par exemple, l'humour juif dans les années 70, c'était Guy Bedos et Marthe Villalonga. Et aucun d'eux n'est juif. Donc, peu importe, l'humour juif, c'est un style, c'est comme la soul music. La plupart des artistes de soul music sont des Noirs américains, mais pas que. George Michael, par exemple, a fait un magnifique album soul. Amy Winehouse aussi. Donc, c'est une manière d'être, c'est une manière, justement, de partager son art. Et c'est pas à nouveau une question d'équité ou pas. Alors, est-ce que, par exemple, le cinéma de Woody Allen est un cinéma juif? Alors, moi, j'ai envie de dire, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai envie de dire pas toujours. Oui, pas toujours. C'est très dur à définir. Parce que c'est quand même le grand cinéaste juif contemporain, Woody Allen. Bien sûr. Et dans cette génération, il y a eu de nombreuses confrontations sur c'est quoi la perception de la culture juive et même de l'humour juif. Un Woody Allen, un Mel Brooks, un Lenny Bruce n'ont rien à voir sur leur manière de partager l'humour juif. Mais ils ont ce terreau en commun, que c'est une manière de se moquer déjà de soi-même, de ses propres défauts, avant d'avoir l'outrecuidance de se moquer des autres, et avec cette immense chutzpah de prendre tous les sujets de société et de retourner les armes de ceux qui nous veulent du mal et qui veulent du mal aux valeurs universelles contre eux. Mais pour moi, c'est un peu ça la définition. C'est éclairer le monde à l'aune de ses propres doutes. Woody Allen est un homme qui passe son temps à douter de qui il est, de son identité, mais quand on va voir un film de Woody Allen, on découvre le monde à travers ce prisme, et c'est un éclairage que seul Woody Allen peut nous donner. C'est absolument extraordinaire. Fabienne Cohen-Salmon, cet universalisme, cet humanisme teinté d'humour juif, c'est le point commun, vous diriez, des films que vous avez sélectionnés pour cette édition 2024 de Diasporama? Bah oui, tout à fait. Et moi, je suis en admiration quand j'entends, quand j'écoute Steve, quand j'écoute Serge, et je suis fière qu'ils soient à nos côtés pour porter ce festival. Effectivement, un festival fait de valeurs universelles. C'est vraiment la couleur qu'on donne à cette programmation, mais j'ai envie de dire à toute la programmation en fait du Centre d'art et de culture et à la direction de la vie associative et culturelle du Fonds social juif unifié. C'est ce qu'on porte, c'est en fait la possibilité aussi pour un public non juif de pouvoir se reconnaître aussi dans ces histoires qui sont proposées tout au long de cette programmation, des histoires qui peuvent toucher n'importe qui, puisque justement elle porte ces valeurs universelles. Et le point fort aussi de ce festival, c'est que les séances en salle, mais également en streaming, seront accompagnées de rencontres. Alors en streaming avec les réalisateurs, les protagonistes des films,
mais et en présentiel, donc en salle, avec des journalistes, donc comme Steve Krief, qui va accompagner certaines programmations donc à travers toute la France. Serge Bromberg, évidemment, qui sera là pour parler de ce fabuleux e-book. Avec l'incroyable Samuel Blumenfeld, quand même. Blumenfeld du Monde. On aura également d'autres journalistes comme Yael Hirsch, comme Daniel Lund, comme Uri Weber, qui vont accompagner aussi le public pour donner aussi des clés de lecture, des clés de compréhension donc pour l'ensemble de la programmation. Et c'est important, j'ai envie de le dire tout de suite, avant d'oublier, c'est important de voir les films en salle. Serge Bromberg, oui, c'est totalement. C'est pas le même vécu. Alors, bien évidemment, sûr. pour ceux qui sont éloignés, ils auront la possibilité de les voir en streaming. Mais, tout à vivre un film dans une salle de cinéma, c'est autre chose. Hein. Bon, c'est ce que disait Godard. Enfin, le cinéma, c'est 24 images de magie par minute. La télévision, c'est 25 images d'oubli. Et c'est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est habitué au petit écran et à consommer de l'image. Là, on n'est pas dans la consommation, on est dans l'admiration. Je veux dire, franchement, voir une photocopie de la Joconde, on reconnaît très très bien que c'est le même tableau. Mais enfin, quand vous voyez la Joconde, c'est évidemment une émotion qui n'a même pas... Enfin, c'est même pas que ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. Et comme disait quelqu'un qui a très bien connu Godard, Truffaut, à l'époque de l'apparition de la vidéo, il disait « Je ne suis pas contre la vidéo, mais c'est pour redécouvrir un film. Les premières grandes émotions se passent en salle. » Alors, on va pas pouvoir parler. J'en profite d'ailleurs pour saluer aussi, pour remercier tous les cinémas, alors que ce soit évidemment la Maison du Lac Cinéma à Paris, mais également tous les cinémas de province, les cinémas d'art et essai qui accompagnent, qui nous ont fait confiance, qui accompagnent ce festival. Et effectivement, comme vous l'avez dit, pour un public qui est plus reculé, qui ne peut pas sortir de chez lui, eh bien, nous avons cette solution donc, de proposer une partie de la programmation donc, en streaming. Voilà. Alors, il y a des films qui nous viennent du monde entier, puisque c'est un festival international. En avant-première, non pas du tout, pour la soirée d'ouverture, pardon, ce sera Shoshana, un film britannique et qui italien. Se passe, et italien qui se passe Tel Aviv sous le mandat britannique, et c'est un thriller. Oui, tout à fait. Alors, je ne veux pas en dévoiler toute l'histoire, mais effectivement, ça a été un choix, une proposition donc, de notre directrice artistique cette année, Lise Benkemoun, de porter notre regard sur l'histoire donc, d'Israël avant Israël, juste avant la création de l'État d'Israël, lorsque donc, la Palestine était sous mandat britannique. C'est effectivement un thriller extrêmement bien mené, qui a reçu, qui a été sélectionné d'ailleurs au festival au BFI, dans le London Film Festival, au festival qui est très reconnu à Londres, mais également au Festival international du film de Toronto, qui était également en sélection officielle. Et c'est donc ce film qui fera l'ouverture du festival le 22 janvier, ici, dans le magnifique auditorium de l'espace Rachish. Oui. Steve Krief, alors avant de nous plonger dans l'univers très particulier du cinéma yiddish des années 30, un petit mot sur les films que vous avez déjà vus et qui ont attiré votre attention. Oui, alors j'ai eu le plaisir d'en voir 7 déjà. Et ça m'a beaucoup touché. Et moi, parce qu'on parlait de sujets compliqués, difficiles, douloureux, mais ce sont surtout des invitations au rêve, à regarder la lune, parce qu'il y en a. C'est pas juste regarder ni le doigt ni simplement la lune, mais on vous accompagne vers la lune. Et par exemple, le film I, Mordecai, pour moi, c'est tout à fait ça, avec Judd Hirsch, un magnifique acteur qu'on a vu récemment dans Fableman, qui joue l'oncle un peu fou de Spielberg. Et Sean Astin. Voilà, et Sean Astin de Goonies. Ah oui, les Goonies, le Seigneur des Anneaux. Voilà, pour les fans comme moi du Seigneur des Anneaux. Et Judd Hirsch joue le mari de Carol Kane. Ils ont commencé les deux ensemble dans Taxi, une série géniale de la fin des années 70 aux États-Unis, avec un certain Andy Kaufman. Et le film Man on the Moon, sur cet humoriste génial qui était Andy Kaufman. Et ce film, vous allez vraiment ressentir ça, est très poétique. Et on peut retrouver ça dans plusieurs des films. À nouveau, dans L'Art du silence, aussi de Marceau. Là, qui mieux que Marceau pour vous amener, pour vous amener sur la Lune. On va en parler avec elle. Et tous ces voyages dingues, comme en Argentine avec ce rescapé, cet acteur magnifique David Heyman. Alors, My Neighbor Adolphe, vous l'avez vu? Ah oui, complètement fou. Comment vous l'avez trouvé là? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est tragicomique. Mais comme beaucoup de ces films,
justement, l'un va pas sans l'autre, c'est le yin et le yang, je pense, de la culture juive, le tragique et le comique. Le pitch de ce film, c'est un rescapé de la Shoah qui vit en Argentine, voilà, et qui il est persuadé que Adolf Hitler est son voisin. Ils se disent c'est lui. Alors on va pas tout dévoiler, mais c'est génial. En plus, cet acteur anglais qui a joué dans plein de films et qui avait joué Malcolm McLaren, celui qui a lancé les Sex Pistols, donc pour vous montrer qu'on peut jouer des rôles très très différents. Et ce qui est très drôle aussi, l'acteur Udo Kier, qui serait-il Hitler ou pas, vous le découvrirez. En tout cas, il a joué le rôle d'Hitler dans la série Hunters avec Pacino. Donc c'est vraiment plein de clins d'œil, de rencontres et aussi voilà, cet élan de poésie dans les sujets les plus difficiles. C'est peut-être ça finalement qui fait la beauté de ce festival sur le cinéma juif international. Alors en plus de ces films inédits, ces films contemporains et des courts-métrages dont nous allons parler un peu plus tard, il y a ce film patrimonial, comme vous aimez les appeler, Fabienne, qui date de 1937, entièrement en yiddish, en noir et blanc, bien sûr. C'est D-Book. Vous savez, Laurence, il n'y a pas de vieux films ou de nouveaux films, il y a les bons films et les autres. Ce film, le D-Book, a été tourné en 1937. C'est un film référence, c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà, on n'en parle même pas tellement c'est l'alpha et l'oméga du cinéma yiddish. L'histoire de ce film est absolument incroyable. Shalom Ansky, sentant qu'il y a une perte d'identité et de mémoire dans les années 10 autour de la culture yiddish, va faire le tour des villages et des shtetl pour essayer de recueillir les contes, les légendes, les traditions qui font l'identité juive, l'identité yiddish, et il est frappé par cette légende du D-Book. Il va en faire une pièce de théâtre qui va se jouer à partir de 1920 et qui va avoir à Varsovie un tel succès que la station de bus devant le théâtre s'appellera station D-Book, parce que les gens savent que c'est là qu'il faut s'arrêter pour aller voir le D-Book, et ça va durer absolument éternellement, sauf que évidemment dans les années 30, en 1936-37, évidemment le régime change en Pologne, et cette mémoire que Shalom Ansky avait fait ressurgir avec ses écrits de la fin des années 10, eh bien un producteur va vouloir en faire un film, et c'est donc en se cachant dans un studio, dans un régime extraordinairement antisémite, que ces acteurs vont tourner un film qui franchement mélange la tradition juive et l'expressionnisme à la Fritz Lang. Enfin, c'est un film d'une beauté absolument inimaginable. Le film, évidemment, va sortir, mais de manière très confidentielle, et il va être oublié, comme tout va être oublié autour de cette culture juive des années 30. Au début des années 80, Elisabeth Lanchner va ressortir le D-Book dans une version abrégée et techniquement très médiocre, mais elle n'a pas les moyens techniques pour restaurer le film, et ce n'est qu'en 2015-2016 que nous avons sorti ce coffret autour du cinéma yiddish et que nous avons fait une restauration intégrale et extrêmement acrobatique de la version longue du film. Donc en gros, c'est un film qui, pour lutter contre l'oubli, a été tourné, nous rappelle les voix juives, nous rappelle ce qu'était l'ambiance dans ce Varsovie occupée et cette ambiance de fin du monde. C'est un film sur la perte d'identité, sur l'oubli, qui, à chaque fois qu'il renaît, nous frappe à l'estomac et nous rappelle que nous avons tous une obligation de transmettre, de raconter, parce que la lumière s'éteint si on n'entretient pas cette mémoire. Et c'est un bijou lumineux. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, le D-Book, qu'est-ce que c'est ? On peut évoquer l'histoire. C'est un démon. C'est l'histoire d'un esprit, qui se réincarne et qui vient hanter, ou enfin en tout cas qui vient occuper l'esprit d'une jeune mariée qui pourrait, s'il n'y avait pas cet esprit d'un jeune homme mort il y a 200 ans, qui pourrait vivre son bonheur, mais voilà, il y a les traditions d'un côté, c'est l'esprit, enfin c'est comment dire, la tradition au quotidien, et il y a cet esprit qui l'occupe et qui est en fait sa raison d'être. Est-ce qu'il faut choisir le passé? Est-ce qu'il faut choisir le présent? Est-ce qu'il faut obéir aux traditions? Et alors, vu comme ça, oh là là, ça m'a l'air extrêmement compliqué. La réalité, c'est que c'est un film qui
hante, c'est un film qu'on n'oublie jamais, c'est un film qui marque et c'est un film qui, 90 ans après avoir été tourné, reste d'une force et d'une beauté absolument mais sidérante. On a passé des mois, près d'1 an pour restaurer le film. Il n'en existait plus de copie complète. On a retrouvé des éléments à la Cinémathèque de Tel Aviv. On a retrouvé des éléments également à la Cinémathèque française, des éléments qui étaient un petit peu oubliés. Alors, c'était des éléments qui appartenaient à l'association des amis de la Commission centrale pour l'enfance. C'est eux qui avaient déposé ce négatif nitrate à la Cinémathèque. Tout le monde avait oublié que cet élément était là et on a utilisé des technologies, des machins, tout ça on s'en fout en réalité. Ce qui est important, c'est grâce à ce travail de restauration, de retrouver l'éternité du message, de retrouver la lumière intérieure du film. Quand j'ai parlé à Samuel Blumenfeld de restaurer le D-Book, il m'a dit « mais attends, mais c'est incroyable ». J'en ai parlé à Éric Leroy aussi, que vous avez dû probablement interroger ici. Et quelque part, on est porté par ce film-là, et plus généralement par ce groupe de films yiddish des années 30. Évidemment, tous ces films sont malheureusement partis... en fumée. Voilà. Mais quand ils nous reviennent, un peu comme un esprit, ils nous habitent. Ils nous habitent à l'intérieur. Des films de cette puissance-là, des films de cette beauté-là, des films qui sont bercés par les chants yiddish, par les voix yiddish, par la voix yiddish, par la beauté, par l'un des plus grands réalisateurs du cinéma polonais de l'époque. C'est probablement le seul film yiddish qui a traversé les frontières et qui a un peu voyagé dans le monde à l'époque. Franchement, c'est un spectacle qu'on n'oublie jamais. Alors là, on va tous. Je crois qu'on va tous venir. Alors, Fabienne, dimanche 28 janvier. Oui, non, c'est très important pour montrer que. Voilà. À l'espace Rachi. Comment dire, voilà, qu'il y a une vraie voix, comme vous dites, une vraie vie juive, et que ce ne sont pas juste des noms de plaques ou de rues. C'est vraiment une présence, et c'est important dans ce film-là de le redécouvrir sur cette époque, surtout dans ces périodes menaçantes. Voilà, on retrouve cette force, cette envie de partager ce qui existe encore. Alors, pardon. Non, mais j'allais dire que quelque part, en 1937, la menace rôde, c'est terrible. Et que va-t-il advenir de l'identité yiddish ? Mais ça nous pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit sauver ? On se sent tous menacés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit sauver ? Qu'est-ce qui fait qu'il est indispensable de se battre ? C'est notre identité, c'est notre vision. C'est justement, j'évoquais tout à l'heure cet universalisme. Est-ce qu'il faut s'en tenir au doigt ou est-ce qu'il faut surtout sauver la lune ? Et c'est exactement ce dont nous parle le D-Book. Une toute petite question encore au sujet d'e-book avant de marquer une pause musicale pour avancer dans l'émission. Ce sont tous des acteurs professionnels qu'on voit dans le film. C'était les acteurs de théâtre, c'était les acteurs qui jouaient la pièce. Ils ont des têtes, c'est impressionnant. Moi, j'avoue que ce film, je trouve qu'il est un peu fantastique. Je me souviens qu'il m'avait fait peur la première fois que je l'avais vu il y a longtemps. Il fait peur parce que c'est en fait, ce sont les fantômes. Mais c'est les fantômes. Voilà, exactement. Ah oui, c'est un film tellement vivant et tellement fantomatique à la fois. Allez, on va marquer tout de suite une deuxième pause musicale dans cette édition. On va écouter la bande originale du film Yentl de Barbara Streisand. On se retrouve dans un instant pour la suite de cet essentiel sur RCJ consacré ce matin au Festival international du film juif Diasporama qui débute le 22 janvier prochain. Our Heavenly Father. Oh God. And my Father, who's also in heaven, may the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours?
goodbye and closed its doors. The night is so much darker, the wind is so much colder, the world I see is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me, try to understand me. Papa, don't you know I had no choice? Can you hear me praying? Anything I'm saying, even though the night is filled with voices. I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words in all the books help me to face what lies ahead? The trees are so much taller, and I feel so much smaller. The moon is twice as lonely, and the stars are half as bright. Papa, how I love you. Papa, how I need you. Retour dans Essentiel sur RCJ. Nous parlons ce matin de la 4e édition du Festival du film juif Diasporama, une initiative du Centre d'art et de culture de l'espace Rachi et du FSJU qui débute le 22 janvier prochain à Paris et en région pour 2 semaines. Fabienne Cohen-Salmon, coordinatrice de ce festival, le journaliste Steve Krief sont toujours à mes côtés, ainsi que le producteur et réalisateur Serge Bromberg. Fabienne, vous vouliez redonner la date de la diffusion de ce fameux film patrimonial. Ça sera le dimanche 28 janvier. Il faut être avec nous donc à l'espace Rachi, dimanche 28 janvier à 15h30 donc pour la projection du fabuleux D-Book de Michal Wachinski en présence donc de Serge Bromberg et de Samuel Blumenfeld du Monde qui vont nous offrir donc une conversation, une présentation donc de ce film. Et je voudrais également remercier le Centre Médem Arbetering qui est partenaire de cet événement, entre autres. Voilà. Alors, outre des films, des fictions, plusieurs documentaires inédits figurent cette année dans la sélection du festival Diasporama, et parmi eux ce remarquable Art du silence du réalisateur allemand Mauritius Starklet-Drux. J'espère que je l'ai bien prononcé. Bonjour Camille Marceau. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur RCJ. Vous êtes la fille du grand mime Marceau et vous avez participé à ce documentaire aux côtés de votre mère, de votre sœur et de Louis, le petit-fils de Marcel Marceau. Comment est né ce magnifique et émouvant projet de consacrer un film, un documentaire à l'homme qu'a été votre père ? Eh bien, on a rencontré Mauritius il y a maintenant pas mal d'années. Mon fils avait 15 ans. Il est venu à notre rencontre. Voilà, son père, comme vous l'avez découvert dans le documentaire, est sourd. Mmh. Et il était curieux de nous rencontrer et de travailler autour de l'art du silence. Et puis, ça a été une formidable rencontre. Et à partir de là, à tisser son film et il est venu nous rencontrer pour créer cette en quelque sorte cette rencontre virtuelle notre père là et des gens qui sont bien présents et voilà, il a tissé à travers les images et les sons. Alors, ce documentaire nous raconte la vie de votre père, également son travail. Comment est née cette vocation de mime, cette attirance pour la pantomime? Il dit à un moment, puisqu'il y a beaucoup d'images d'archives, qu'il était fan de Charlie Chaplin lorsqu'il était enfant. Oui, tout à fait. En fait, c'était un enfant assez chétif. Ses parents l'appelaient la petite âme verte. Et son père, qui était boucher, qui était très costaud, voyait en lui pas forcément son successeur, contrairement à son frère. Et voilà, et un jour, il l'emmène voir Charlie Chaplin, il a 5 ans, au cinéma. Et là, il découvre ce personnage qui fait rire et pleurer des salles entières, et il s'identifie totalement. Il se sent proche de ce personnage à la fois fort et enfantin, et il se met à imiter Charlot.
Et dans le regard de son père, il prend une toute autre valeur. Et c'est comme ça, ce lien à Chaplin et à la pantomime. Votre père, est traîné en France, de parents juifs, originaires de Pologne et d'Ukraine. Votre grand-père a été déporté avant d'être assassiné à Auschwitz. Et le jeune Marcel Marceau a joué un rôle très actif dans la résistance. Il a participé notamment au sauvetage de plus de 300 enfants juifs. Est-ce que vous diriez que sa vocation pour cet art du silence s'est renforcée pendant la Shoah, où il fallait taire son identité et où la parole pouvait vous trahir? Absolument. Je pense que de ce silence mortifère, de ce silence de cacher sa judéité, de se cacher de la perte du père, d'accompagner des enfants qu'il fallait faire taire, tout ce silence épouvantable, il l'a transformé. Il a transformé le plomb en or et il a fait de ce silence un langage universel. Dans le documentaire, on voit le mime Marceau sur scène, notamment dans son célèbre personnage de Bip, avec son visage blanc, son chapeau de forme et sa fleur. Quelles sont finalement les valeurs qu'incarnait votre père, le mime Marceau, à travers son art? Beaucoup de poésie, beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, de beauté, la beauté de la vie peut-être? Un peu toutes ces choses, tout à fait, mais aussi, je pense, un profond humanisme. Réunir les cœurs, comme il le dit dans le documentaire, le rire et les larmes n'ont pas de frontières. Donc c'était arriver à faire rire et pleurer des salles entières, comme l'a fait Chaplin, et porter cette poésie, cet art du silence pour construire la fraternité et la paix. La transmission était très importante pour votre père. Il avait créé une école avec votre maman qu'on voit dans le documentaire. Qui reprend le flambeau de son art aujourd'hui? C'est son petit-fils, votre fils Louis, qui est dans le documentaire également. Eh bien, il y a beaucoup d'artistes mimes, il y a beaucoup d'interprètes, et puis les ramifications de cet art sont partout, ça va paraître paradoxal, mais elles sont dans la musique contemporaine, elles sont dans le travail de l'acteur, dans les arts du cirque, etc. Mais c'est vrai que Louis a choisi la danse, en fait, tout petit. Il a commencé à l'âge de 5 ans, et peut-être qu'il porte en lui quelque chose de cet héritage. Merci infiniment Camille Marceau d'avoir été avec nous sur RCJ pour nous parler de ce formidable documentaire consacré à votre père, L'Art du silence, qui sera projeté à Paris, à Strasbourg et à Toulouse dans le cadre du festival Diasporama. Et vous serez présente avec votre sœur pour le présenter et parler de ce grand homme qu'a été le mime Marceau. Tout à fait, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci et très bonne journée. Alors, il nous reste 1 minute, donc ça va être très simple. Steve Krief, 20 secondes sur l'art du silence, parce que vous l'avez vu et vous l'avez beaucoup aimé aussi. Oui, cette fameuse phrase donc rappelée maintenant par sa fille, les rires et les pleurs appartiennent à tous les humains, il le dit en allemand face à un public allemand après-guerre. Donc c'est cette force aussi, avec peu de mots, à faire partager ses paroles. Moi, il m'a fait penser à Charles Denner aussi, qui était résistant et qui vous amenait aussi dans des univers complètement dingues dans son cinéma. Donc c'est ça que va faire ce festival, vous emmener comme à la fin de ce documentaire dans un moonwalk. On voit Marcel Marceau qui a inventé le moonwalk avec Michael Jackson, et c'est ce festival qui va vous amener vers toutes ces lunes, toutes ces poésie dans cette époque difficile, et qui est un beau défi. Fabienne Cohen-Salmon, toutes les informations concernant le festival du film juif Diasporama. D'abord, un grand merci à toutes les associations, les centres culturels de région, les délégations régionales du Fonds social juif unifié qui portent ce festival donc dans leur ville. Je le rappelle, 14 villes en tout, 12 villes de France, région parisienne, à Paris également évidemment. Et puis donc un grand merci à tous nos partenaires. Un seul site internet pour avoir toute la programmation du festival, très simple, diasporama.net. Diasporama.net, vous avez l'ensemble de la programmation. Vous avez aussi un accès à la plateforme VOD si vous n'avez pas la possibilité d'aller en cinéma. Ça, c'est aussi une mission très importante du Fonds social juif unifié, de pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir accès à toute cette programmation, soit en cinéma, soit chez soi.
Voilà. Merci beaucoup Fabienne Cohen-Salmon. Merci également à vous, Steve Krief et Serge Bromberg. Merci d'être venus sur le plateau sur RCJ pour nous parler de ce Festival international du film juif Diasporama qui se tient donc du 22 janvier au 5 février prochain à Paris et en région. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Margot Siffer pour RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.